Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde est rentré? On attend du monde encore? Ok. Donc du 1er au 10 millionième utilisateur sans sueur froide et au-delà. Je vais vous présenter cela. Je suis désolé, j'ai pas de pointeur laser, j'avais des trucs à vous montrer, donc je vais essayer de faire des sauts pour illustrer les propos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être se monter un petit peu le défi et on va essayer d'aller, si ça va bien marcher, un poil au-dessus et on essaiera d'aboutir au 100 millionième utilisateur sans prétention aucune. On verra. Alors on attaque, donc je me présente. Je pense que ça ne va pas marcher, je vais rester là. Donc, je me présente Alexis Daguès, donc je suis CEO de la société Core Expert. On est basé à Lyon. Alors, on est spécialisé dans du développement Node.js et Symfony et également partenaire Amazon Web Services. Donc assez éprouvé dans tout ce qui est autoscaling, etc. Monté en charge, fort volumétrique, on travaille pour des startups, des PME, des grands groupes. J'ai 35 ans. Et on peut résumer mon expérience à 20 ans d'XP dans le réseau et l'administration système. J'ai commencé très tôt. J'ai commencé très tôt, à l'âge de 5 ans, en codant sur un ZX81. Mon père avait trouvé ça pour m'occuper, avec un petit bouquin qui s'appelait Les mathématiques sur ZX81. Donc c'était cadeau. Et de bout en bout, j'ai progressé et j'organisais ce qu'on appelle des LAN parties. Donc, je pense que ça existe toujours, mais je ne suis plus du tout dans le milieu du jeu vidéo. Mais, on organisait des LAN parties et la plus grosse LAN que j'ai organisée, c'est environ 600 personnes en gérant toute la partie stack réseau, etc., serveur, et avec les défis que tous les gamers connaissent, c'est-à-dire la latence minimale, moins de 10 millisecondes ping pour pouvoir fraguer tranquillement. Donc on va attaquer. Je vais essayer d'aller vite. Dans les premiers slides, je vais dérouler assez rapidement parce que je pense que ça va parler à tout le monde. On va quand même faire un bref sondage. Qui est DevOps sysadmin dans la salle? Ok. Qui est développeur? Ça va. Et qui est rien de tout ça? Ah ouais, ok. Pour vous, ça va être dur. Je vais essayer de vulgariser, mais je fais beaucoup d'anglicisme, etc. Je garantis pas. Hein. Donc, on attaque un projet, on monte une start-up, peu importe le use case, etc. 3 mois de codage intensif, 20 heures sur 24. Une preuve de concept qui fonctionne. Go, on démarre. Le projet fonctionne. C'est la fête. Donc, on a le premier utilisateur, c'est-à-dire que vous êtes dans le bureau tout seul, vous êtes en train de tester votre preuve de concept, ça fonctionne. Et la stack classique qu'on met en œuvre pour ça, on ne se prend pas la tête. On fait quelque chose de ce qu'on appelle monolithique, c'est-à-dire qu'on installe tout sur la même machine, la même badass. Donc c'est le serveur que vous avez en bas à droite, hein, avec la base de données dedans, la web app qui est installée dedans, limite vous codez direct dedans, parce que je n'ai pas envie de vous embêter la vie avec du versionning. Vous avez les logs sur la même machine, le back-office, etc. Vous avez déclaré une petite API publique pour pouvoir tester depuis l'extérieur. Et vous avez déposé un nom de domaine parce que la startup avait explosé et c'est le truc le plus important. Donc, on va lancer l'application killerapp.io. Et c'est parti. Et là, bon, vous avez un cofondateur qui est un CEO sans prétention aucune. Et il va vous dire, de toute façon, il n'y a pas de souci. J'ai fait j'ai vu 2-3 cons, j'ai vu des mecs d'Amazon, d'Azure, etc. Avec le cloud, tu peux scaler en un clic, c'est la fête. Donc j'ai mis un petit up à côté du scale, on va voir pourquoi. Effectivement, scaler dans le cloud, ça pourrait se faire en un clic. On peut changer des choses en un clic, que ce soit chez les grands providers connus, etc. Mais en un clic, on ne va pas pouvoir changer grand-chose, c'est-à-dire qu'on va jouer sur quoi? La taille des instances, donc du serveur, en gros, la taille virtuelle du serveur, parce qu'on parle de serveur virtuel, de la virtual machine, ce que j'ai appelé la VM, je vulgarise.
Et on va jouer sur la puissance du CPU, le nombre de CPU, le nombre de cœurs de CPU, la mémoire disponible, ou les performances disques, les IO, ce qu'on appelle ça, les performances disques ou réseau. Là, donc là, vous pouvez faire vos courses à la carte, et vous allez scaler la machine, ce qu'on appelle du scale up, c'est-à-dire qu'on fait du scale vertical. C'est pour ça que j'ai mis la machine en gros. Le problème, c'est que, ok, vous êtes toujours un utilisateur, mais c'est une solution qui est la plus chère, certes la plus facile, mais la plus chère à long terme. On va voir ça plus tard. Et vous avez toujours un seul point d'entrée. Un seul point d'entrée, c'est toujours la faiblesse d'un projet qu'on a sur le web. C'est-à-dire qu'on a toujours tout sur la même machine, on n'a pas de failover sur la base de données, ni sur la web app, etc. Donc, et on a un plan de reprise qui est extrêmement complexe, notamment comme on peut le voir ici, où d'ailleurs il a un peu de mal à réagir. Mais en gros, quand c'est la crise sur une stack comme ça, c'est déjà trop tard. Un truc bizarre. Oui, ok. Je ne vois pas tout sur mon écran. Le jour 2, ça y est, le CEO veut tester l'application. Déjà, il est chez lui, etc. Je veux tester, etc. Donc là, ça y est, le stress commence, il faut que je fasse un truc un peu plus sérieux. Donc qu'est-ce qu'on fait? La première étape, on sépare la database, on met ça sur une autre machine, qui peut être virtuelle ou autre. Moi, je parle de serveurs virtuels, etc. Je pense qu'il y en a encore dans la salle qui font du dédié. Tant pis. Et cette base de données, vous avez le choix, hein, soit vous l'installez vous-même, vous installez le petit paquet MySQL qui va bien, ou alors passer par ce qu'on appelle des bases de données managées. Vous avez les services chez Azure, chez Amazon, où vous ne vous préoccupez pas du tout de la stack système de la base de données, des sauvegardes, etc., tout automatisé. Et vous avez ça pour MySQL. Ensuite, le grand dilemme, est-ce que je fais du SQL ou du NoSQL? Comment choisir entre ça? Comme s'il fallait choisir en fait. Donc c'est pas un choix, c'est vraiment un équilibre, c'est là-dessus que je voudrais insister. Donc on verra si on arrive à la fin des slides, parce que je pense que j'en ai 2 heures. Mais vous ne devez jamais considérer dans vos projets que c'est un choix binaire entre deux technologies. C'est vraiment un équilibre que vous devez trouver selon les applications, les services que vous mettez en œuvre, etc. Donc pour choisir entre les deux, parce qu'on va mettre qu'on peut choisir, on va quand même calibrer la répartition d'activités. Donc c'est la première démarche que vous devez faire, c'est-à-dire que vous avez fait une application, analyser le volume d'insert que vous avez, d'insertion dans la base de données, le volume de mise à jour, de date, de delete. Est-ce que c'est une base de données où vous allez supprimer des enregistrements autant que vous en enregistrez? Et le volume de lecture. Donc tout ça, ça diffère entre, par exemple, un site e-commerce, un réseau social, un site de réservation des billetiques en ligne. Tout ça, ça va différer. Chaque cas est unique. Et là, on ne peut pas dire vraiment qu'il y ait des patterns, c'est-à-dire que vous allez analyser l'applicatif que vous avez construit et le projeter dans l'audience que vous aurez pour essayer de faire des ratios de répartition, etc. Et en fonction de ça, vous pourrez décider si effectivement de vous orienter vers du NoSQL ou du SQL. Donc il y a d'autres critères, bien évidemment. Est-ce que les données que je gère, elles ont un schéma bien défini? Est-ce que je suis dans un modèle relationnel ou pas? Est-ce que le modèle va évoluer à chaque push release que vous allez faire, etc. La volumétrie que vous gérez, hein, si c'est pour mettre un MongoDB et injecter 100 kg dedans, honnêtement, c'est une blague. Pour le NoSQL, voilà, on va parler de volumétrie intéressante au-delà de 100 gigas ou du Tera. Et la vitesse de remplissage aussi, c'est hyper important. Parce que vous êtes en train de faire un outil qui fait de l'analytics ou du site e-commerce où la vitesse de remplissage, des lignes, etc. va être quand même plus lent. Bref, l'atomicité, jointure, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Qui est perdu là? Sur les termes, ça va. Tu seras puni. Donc voilà, selon ce que vous allez faire dans la base de données, projetez-vous, puisque vous allez faire des jointures complexes entre les datas. C'est une opération qui est très lourde dans SQL, qui va être peut-être difficile à scaler, etc. Effectivement, dès maintenant, vous pouvez essayer d'anticiper ça. Ensuite,
Pour le SQL, l'avantage, c'est que vous avez déjà des patterns prédéfinis avec beaucoup de documentation qui existe. Donc là, j'ai mis les abrégés, mais on va aller très vite. Mais on peut atteindre très facilement 10 millions d'utilisateurs sur du SQL sans forcément que votre plateforme tombe, etc. C'est pas un problème de le SQL ne peut pas tenir la charge, au contraire. Vous avez des plateformes Oracle qui tiennent des milliards d'enregistrements avec des centaines de milliers d'entrées à la seconde, etc. Ça peut tenir. Donc, les patterns, c'est ce que vous avez là. Donc, la base de données de départ, en général, tout le monde commence par ça, c'est qu'on se crée un petit serveur qu'on va appeler le master. Et l'étape d'après, c'est la réplication master-master. On n'est pas obligé de faire ça, mais c'est une étape, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle un failover. On a un master qui est répliqué en permanence sur une autre machine, et en cas d'interruption, il peut être remplacé par celle-ci. On a ensuite le niveau 2, c'est-à-dire qu'on introduit ce qu'on appelle le slave layer, c'est-à-dire qu'on introduit des esclaves, ou plus communément des read replicas, on appelle ça, parce que l'esclave, ça fait un peu. Où, en fait, on duplique toutes les entrées du master vers d'autres machines pour pouvoir alléger ensuite les masters en termes de lecture. C'est-à-dire qu'on va se contenter d'injecter dans le master uniquement les écritures en base de données, et notre web app interrogera les clients, les bases de données répliquées uniquement pour la lecture. Donc là, vous avez plusieurs modèles avec des répartitions de charges, etc. Et depuis quelques temps, notamment même sur MySQL, on peut aussi faire un autre étage de slave avec des sous-réplicas de lecture, ce que vous avez tout à droite. Donc, on voit quand même qu'on a une opportunité de scaler sur du SQL qui est quand même bien éprouvé, documenté. Vous pouvez trouver tout ce qu'il faut sur Internet, il n'y a pas de problème. Pour le NoSQL, considérez-le si vous avez une ingestion de données rapide. Je veux dire, si vous êtes déjà au jour 2 de développement et que vous savez que même avec 2 utilisateurs, vous insérez des centaines, des milliers de lignes à la seconde, clairement, il faut vous pencher sur le NoSQL. Là d'accord. Mais, je réinsiste encore, ce n'est pas le choix par défaut aujourd'hui quand vous créez un projet. Aujourd'hui, quand vous créez un projet, il faut vous poser la question des structures de données, où est-ce que vous stockez les choses, etc. Et pour ça, le modèle relationnel est idéal. C'est très scolaire peut-être, mais en tout cas, c'est pas ce qui freinera votre projet. Par contre, voilà, les ingestions de données rapides, des analytics, des choses comme ça, vous aurez le problème. Idem, si votre schéma de données doit évoluer sans arrêt, il faut considérer tout ça. Et si vous avez des volumétries projetées qui sont énormes, de l'ordre du teraoctet, etc. Donc là, vous avez des solutions comme Mongo, Bigtable chez Google et DynamoDB aussi chez Amazon. Au jour 3, ça y est, vous avez franchi la barre des 100 users. C'est la fête. Donc là, on va commencer un petit peu à industrialiser l'infrastructure. Donc, on va mettre en place un monitoring. On va commencer à regarder ce qui se passe dans les logs, etc. Et vous n'avez plus le choix. Il faut absolument séparer la web app de la database. En termes de structure de données, je veux dire, c'est même pas discutable. Mais on est loin d'une architecture qui tiendra le coup. Vous avez encore trop de SPOF, donc c'est Single Point of Failure, pour ceux qui ne savent pas. En gros, c'est le seul point fragile de votre infra. Là, vous en avez au moins 2 ou 3, sur la base de données, sur la web app, etc. Donc, vous continuez à recruter des utilisateurs, votre appli elle marche, vous avez un peu de viralité, etc. C'est là qu'on va commencer à gérer ce qu'on appelle le failover, c'est-à-dire le remplacement par exemple d'une machine par une autre en cas de défaillance. Donc on peut introduire ce qu'on appelle un load balancer. Maintenant c'est quelque chose de très facile à faire, que ce soit chez n'importe quel fournisseur d'accès, sinon changer de fournisseur, d'hébergeur, sinon changer d'hébergeur immédiatement. Un load balancer qui vous permet de distribuer les requêtes de vos visiteurs sur 1, 2, 3, 100, 1000, 100 000 machines. Donc là aujourd'hui on va déjà en mettre une deuxième, à ce stade-là c'est pas la peine non plus de surcharger. C'est pas forcément pour encaisser une charge, c'est la sécurité et améliorer la disponibilité. Des load balancers, vous en avez des managés, fournis par votre hébergeur, ou alors vous pouvez le faire vous-même avec une machine tierce, vous allez en redonder aussi, backuper, et installer dessus HAProxy, Nginx, gérer ça, etc. Et un petit aparté pour les codeurs, votre code doit être stateless à ce niveau-là.
je pense que ça parle à tout le monde. Et on va quand même faire un petit rappel. Stateless, pas de stockage de sessions en mémoire, interdit, sinon on tire les oreilles. On rotate sur la machine les logs et on les push-pull, c'est-à-dire qu'on extrait les logs régulièrement, je sais pas, toutes les 5 minutes, etc., sur une infra tierce pour pouvoir les analyser. Et on sépare également, donc c'est hyper important, les assets du code, c'est-à-dire que tout ce qui est uploadé sur votre infrastructure, par votre application, par exemple si vous êtes un réseau social et que les utilisateurs postent des images toutes les 15 secondes, c'est vital de déplacer ces assets-là et pour que ce soit partagé entre vos instances par vos VM. Vous en avez une, deux, trois, qu'elles puissent accéder à ces assets. Donc là, vous avez des solutions de stockage distribuées comme ClusterFS qui existent, ou NFS V4 qui est un peu old school, ou des choses, des services comme Amazon S3, où vous pouvez stocker des objets de manière illimitée, avec la durabilité qu'il a. Au jour 5, ça y est, on est à 10 000 users. Là, ça commence à causer. On a fait un petit article sur vous dans le Progrès à Lyon. Ça y est, il faut commencer à gérer un petit peu le trafic qui arrive. Préoccupez-vous du DNS. C'est peut-être pas de le garder chez Gandhi ou OVH qui va être la solution miracle. Réfléchissez quel serveur, enfin quel fournisseur de DNS doit gérer vos transactions pour pouvoir avoir des découplages avancés au niveau des requêtes réseau. Donc il y a des mécanismes assez intéressants côté DNS qu'on peut mettre en place, comme le round robin, que je détaillerai tout à l'heure, le GeoDNS, etc. Et dès maintenant, vous créez un alias DNS qui est sur votre nom de domaine ou un autre nom de domaine plus technique, hein, peu importe, pour nommer chaque stack de vos environnements, vos services, votre web app, vos databases, etc. Ne restez pas avec des IP fixes, au secours. Ne restez pas avec des alias qui sont internes de votre hébergeur, au secours. Et là, vous allez pouvoir attaquer ce qu'on appelle le scaling horizontal, avec un failover sur la database. Vous commencez à rentrer dans le cours des grands moyens. Donc les grands moyens, c'est quoi? C'est on scale horizontal. C'est-à-dire que derrière le balancer, maintenant, on a codé notre application complètement stateless. On est capable de dupliquer les VM et déployer le code de manière horizontale et d'augmenter le nombre de machines pour encaisser le trafic au fur et à mesure. Donc ça peut se faire manuellement. J'ajoute une machine dans mon load balancer parce que je viens de passer un palier, elles sont un peu trop chargées, etc. Et que dire? Et idem pour la base de données, où vous avez un système avec le master, ce qu'on appelle son standby à gauche, qui est en fait un réplica qui sera utilisé uniquement en cas de recovery, et à côté les read réplica où vous voyez le flux de lecture en bleu. Donc en gros, les instances écrivent sur le master et lisent sur les réplicas avec les noms de machines que vous avez attribués justement sur votre DNS. Donc comment ça peut se faire? Ça peut se faire à plusieurs niveaux. Vous avez le choix. Soit en codant, donc dans vos ORM, outils de gestion d'objets et bases de données. Symfony 2 peut le gérer maintenant. Sequelize pour ceux qui codent en Node. Donc là, vous pouvez, dans le code source, déclarer un master, des slaves, et l'ORM va distribuer lui-même en lecture, donc selon un ratio ou pas, et écriture sur la bonne machine. Vous pouvez le faire au niveau système, c'est-à-dire que vous pouvez installer un patch qui remplace le lib MySQL client sur votre serveur, qui s'appelle MySQL-ND, qui permet de paramétrer le rebootage et les stratégies de distribution. Quand on voit ceux qui ont fait la Game Jam, ils sont défoncés. Restez éveillés, s'il vous plaît. Vous pouvez gérer la stratégie de distribution au niveau système sur chaque machine, etc. Et jouer après avec les noms de domaine en cas de problème de disponibilité. Donc là, on voit un exemple de config MySQL-ND. Nous, on utilise pas mal ça. Où on déclare un master, voire deux, si on a des réplications master-master. On déclare le slave 1, le slave 2, et après on a par exemple une distribution ici qui est un petit peu en random, mais avec un pourcentage de distribution. C'est-à-dire que si par exemple la machine 1 est beaucoup plus puissante que la machine 2, on distribue ici 75% du trafic de lecture sur slave 1, 24% pour être précis sur slave 2, et 1% qui reste sur master 1, etc. Parlons du plan recovery, on va aller très vite. Votre master crash, c'est la cata. Donc là, plus de disponibilité, etc.
qu'est-ce que vous pouvez faire en automatisant? Vous pouvez faire en sorte, même manuellement, je veux dire, c'est pas la cata, vous changez dans votre DNS, votre pointeur master.killerapp.io, vous le faites pointer sur votre master standby, qui va lui poursuivre automatiquement les réplications de la base de données, surtout si vous êtes dans un système managé, sinon il va vous pleurer. Ou alors il faut scripter à fond. Et idem, c'est manque de chance, mais ça arrive souvent en général, quand il y a un crash, ça va s'accumuler. Vous avez un read réplica qui saute, vous faites de même sur les DNS, vous pouvez très bien diriger le trafic qu'on avait sur slave 1 et faire pointer sur la machine slave 2, à condition qu'elle soit dimensionnée suffisamment, qui peut sûrement cracher aussi. Enfin bref, le but c'est d'avoir un maximum de read réplica, un maximum de redondance, vous aurez compris. De 10 000 à 100 000 users, vous pouvez continuer votre infra et la faire progresser de manière horizontale, comme on vient le voir, ou verticale, c'est-à-dire bien dimensionner aussi la taille de vos VM, la taille de vos machines, pour avoir une charge cohérente par rapport au trafic qu'elles reçoivent. Il ne faut pas avoir des VM qui sont chargés à 80%, il ne faut pas avoir une VM qui soit chargée à 1% non plus. Donc vous dimensionnez ça de manière intelligible. Mais vous pouvez quand même continuer à soulager votre infrastructure, notamment en introduisant ce qu'on appelle les CDN. Donc ça, les développeurs, ils n'aiment pas trop, ils connaissent, ils ne comprennent pas bien comment ça marche. Mais bon, les CDN, c'est quoi? C'est des services fournis par des gens comme Cloudflare, CloudFront, Akamai, OVH, Level 3, etc., j'en passe, qui sont des POP dans le monde entier, où sont répliqués des assets graphiques, et qui utilisent ce qu'on appelle du GeoDNS, c'est-à-dire que quand un de vos visiteurs vient sur un nom de domaine qui est piloté par un CDN, il y a un test qui est fait de où te trouves-tu dans le monde, ou alors à quelle latence réponds-tu, etc. Et en fonction de ça, il va être régulé vers le serveur le plus proche qui va héberger tous vos statiques. Donc tout l'intérêt de surtout sortir vos statiques dès le début de vos développements pour pouvoir utiliser ce genre de service qui allège énormément certains sites, notamment dans le e-commerce et les réseaux sociaux. Je pense que Facebook serait mort s'il n'y avait pas de Akamai derrière. Session stockée sur un tiers, donc ça on en a parlé tout à l'heure, vous pouvez utiliser Redis, Memcache, et par exemple aussi créer ce qu'on appelle la database cache, c'est-à-dire tout ce qui est table un petit peu simple dans votre SQL, commencer à la sortir vers des solutions Redis, Memcache, de clés valeurs, pour alléger vos transactions sur le serveur SQL. Donc à quoi ça ressemble? On fait évoluer notre infra. Donc là, on a créé un nouveau endpoint qui s'appelle cdn.killerapp.io, où dans notre code source, on a redirigé tous les assets vers cette URL-là. On décharge ainsi nos instances. Et idem pour tout ce qui est gestion de session, etc. On crée ça sur une autre stack, donc management. Et jour 6, ça y est, on a franchi la barre des 500 000 users. Donc on a notre CEO qui revient un petit peu à la charge et là qui commence à vous parler un petit peu fric et qui dit c'est bien gentil ton machin, mais ça commence à me coûter un bras, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Donc comment on peut gérer ça? On a plusieurs façons de provisionner, que ce soit avec même des serveurs dédiés, on va vous le dire, ou des VM, dans le cloud, vous pouvez créer des instances en quelques clics. C'est le principe de je suis en surcapacité. C'est-à-dire que vous dites je suis à 30% de ma charge, je connais à peu près ma progression de trafic, j'ai une visibilité, etc. Je scale maximum. Mais là, toute cette zone que vous avez entre la ligne rouge et la courbe bleue, qui est ici une vraie courbe de trafic, c'est de l'argent gaspillé. Vous avez une autre solution, qui est le provisioning manuel, où là, vous êtes un peu plus... vous êtes rapproché de votre pic, mais du coup, là, vous arrivez au cours de la semaine, mais le samedi soir, vous avez un pic de trafic, parce que tout le monde s'emmerde devant la télé. Donc tout le monde est vu sur votre site incroyable, et vous avez dépassé votre limite de capacité, et du coup, là, vous avez perdu votre audience, parce que les serveurs ne répondaient plus. Donc là, le provisioning manuel, c'est une solution, mais qui ne répond pas au trafic non prédictible, c'est-à-dire que vous ne répondez plus à la demande. Et ensuite, ce qu'on appelle l'autoscaling, le scaling automatisé, qui permet de répondre à la demande qui est non prédictible, et qui permet d'optimiser les coûts. Donc comment ça fonctionne? Je vais accélérer un petit peu.
On va déclarer, donc ça se fait de plusieurs manières, hein. Soit vous êtes chez un hébergeur cloud, genre Amazon, et vous paramétrez tout dedans, hein, c'est la vie. Soit vous pouvez scripter, tout est faisable également, en script. Vous créez deux actions de scaling, par exemple, donc une qu'on va appeler More Pony Power, qui va ajouter une instance. En gros, j'invoque cette action, ou ce script, et ça m'ajoute automatiquement une instance dans le balancer. J'en fais une deuxième, Much More Pony Power, qui elle va ajouter deux instances. Ensuite, vous devez détecter la métrique qui correspond à votre applicatif, qui va être la métrique à surveiller, où vous allez pouvoir prévoir ou prédire la montée en charge, c'est-à-dire par exemple le trafic réseau, le CPU, etc. De là, vous faites une espèce de règle, toute simple. Si par exemple la moyenne de trafic sur 2 minutes ou 3 minutes est supérieure à 6 mégabits seconde, alors je vais trigger ma première règle. Donc là, j'ai rajouté deux instances ici. Ou alors, on voit ici, par exemple, si vous n'avez pas bien vu, on voit ici qu'il y a deux instances d'un coup qui ont été ajoutées au deuxième. Donc c'est que j'ai invoqué la deuxième règle parce que j'ai un appel de trafic qui est hyper important d'un seul coup. Donc ça permet d'encaisser les pics de charge, etc. Donc pourquoi je vous parle de cette solution? Parce que les enjeux ils sont hyper économiques, surtout quand vous êtes dans une start-up en croissance. Et vous devez mesurer et contrôler le coût de votre DAU en permanence. Donc vous pouvez suivre un KPI qui est intéressant, qui est le coût de l'infra par jour, divisé par le nombre d'utilisateurs actifs que vous avez dans la journée, et suivre ça au quotidien. Bien sûr, essayer de déployer, provisionner de manière automatisée. Donc là, on pourrait faire des confs entières là-dessus. Je vais aller super vite. Vous avez des solutions comme Puppet, Chef, Ansible, Travis, Jenkins pour l'intégration continue, des solutions cloud comme CloudFormation, Beanstalk, mais il y en a des dizaines et des dizaines qui permettent de provisionner, builder vos sources et déployer sur vos instances en push. Maintenant, vous franchissez la barre des 1 million. Donc là, ça commence à causer un petit peu. Vous n'avez pas le choix, vous devez monitorer tout ce qui se passe, être au courant de tout ce qui se passe sur votre infra. Si vous avez un trafic comme ça que vous ne faites pas aujourd'hui, attention. Consolidez et analysez vos logs. Donc vous les avez sortis, pushés automatiquement, maintenant on va les analyser. Créez de l'alerting, donc surveillez vos différentes métriques et qui vous envoient des push, des notifs, des SMS, ce que vous voulez, pour être alerté en permanence de ce qui se passe sur votre infrastructure. Laissez-la surtout pas dormir dans un coin, maîtrisez-la. Surveillez vos bottlenecks, utilisez des outils externes, bien sûr, et industrialisez vos process. Surveillez vos bottlenecks, j'enchaîne sur un principe, le SOA, je ne sais pas si c'est par là tout le monde, mais ça devrait en tout cas. Donc, où on crée une architecture orientée service. Orientée service, c'est-à-dire qu'on découple une application en services, microservices, etc. Donc là, je vais aller vite. À gauche, vous avez une structure, ce qu'on appelle monolithique. Vous avez des gros applicatifs qui font des transactions en base de données, etc. Mais on voit qu'on répète X fois le même code source, etc. Et à droite, vous avez ce qu'on appelle une infra plus SOA, c'est-à-dire que vous avez tout découplé en multiservices, réutilisables, etc. Réutilisables, interopérables, on les découple, on va en parler encore un peu plus tard, et on déplace ces services dans des infra tierces autonomes, c'est-à-dire que chaque service, vous recréez une infrastructure où vous avez un scaling, etc. Vous la monitorez. Bref, au lieu de gérer une infra, vous en générez N autant de services. Et surtout, ne réinventez pas la roue, utilisez tous les mécanismes internes, les modules qui sont éprouvés, etc. Ne recodez pas des choses qui sortent de nulle part. Découpez les interactions. Ça peut passer par ce qu'on appelle du buffering. Vous avez des solutions comme Flume, Kafka, Kinesis qui permettent de décharger en fait des process que vous avez qui sont très lourds. Je sais pas, des générations de commandes, des choses comme ça, génération de billets, compression vidéo, des process qu'on a tendance à tout coder comme ça en un seul thread côté serveur. Découplez ça en envoyant des jobs dans des queues. Donc on a des solutions comme MQTT, RabbitMQ, SQS, SNS, où vous allez empiler tous les jobs et vous allez avoir derrière ce qu'on appelle des consumers qui dépilent des jobs. Donc là, on a les queues de jobs, par exemple. Donc on va dire qu'on a déplacé du code source qu'on a traité par des job queues qu'on a mis à droite. Et ici, on a des consumers qui vont dépiler, elles,
pas eux, en mode asynchrone, tous les jobs à travaux lourds pour pouvoir alléger votre infrastructure et remplir votre base de données intelligemment pour faire une base de données BI, Analytics, etc. ou mettre les résultats de vos compressions de vidéo. Ensuite, quand vous allez franchir les 5 millions de users, là vous êtes triste, parce que là les problèmes commencent. Des gros problèmes d'écriture sur votre master. C'est-à-dire que vous avez gonflé la machine, elle vous coûte 600, 700, 1000 euros par mois, c'est un monstre. Et là vous ne savez pas ce qui se passe. Les insertions commencent à laguer, ça commence à être très lourd, il n'y a plus de lecture, c'est la misère, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez 3 solutions. La old school, on appelle la database federation, le sharding, et switcher vers du NoSQL quand il n'y a plus d'espoir. On se tourne vers ça. La database fédération, pour faire simple, c'est on sépare la base de données en plusieurs bases de données. Donc là, on complexifie énormément les développements. Genre, on met les users d'un côté, les commandes de l'autre, etc. Vous ne pouvez plus faire de jointure, vous rentrez dans quelque chose d'extrêmement complexe. Et vous repoussez simplement le problème de quelques millions de users. Le sharding, c'est beaucoup plus scalable. C'est même scalable sans limite. C'est-à-dire que vous répartissez vos enregistrements sur des fermes de serveurs verticaux. Donc là, vous avez un scaling horizontal et vos users sont enregistrés et indexés, c'est-à-dire qu'on sait tel user sur quel shard il est, etc. J'accélère. Et évidemment, basculer sur NoSQL, vous aurez compris, je ne vais pas le répéter. Mais vous pouvez aller bien au-delà. Attention, ça va accélérer. Quand vous franchissez la barre des 10 millions, utilisez plusieurs load balancers, dupliquez vos infrastructures dans le même data center, vous pouvez commencer comme ça. Et au niveau du DNS, vous faites du load balancing sur vos load balancers, de manière très simple, en disant de manière aléatoire, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas sur le 1, le 2, le 3. Faites juste attention à quelque chose, mettez pas vos œufs dans le même panier, et mettez pas vos infras dans le même data center, ou en tout cas dans la même zone exactement. C'est-à-dire renseignez-vous bien. Donc c'est à automatiser, et attention à ce qu'on appelle au time to live, c'est-à-dire que si vous avez un load balancer qui tombe, il faut que votre DNS puisse réagir en quelques secondes, etc. C'est des problèmes de cache côté client, etc. Et au-delà de 50 millions de users, vous pouvez aller beaucoup plus loin et commencer, même chez le même provider, à dupliquer votre infrastructure dans un autre data center dans le monde. Et là, vous allez vous servir du GeoDNS pour aiguiller vos utilisateurs sur le bon data center. J'ai presque fini. Ensuite, vous franchissez une barre qui est quand même assez importante, les 50 millions, où vous allez être intercontinental, c'est-à-dire que vous allez dupliquer votre infra aux US, si vous êtes en Europe, ou vice-versa, et vous vous rapprochez de vos utilisateurs. Donc là, vous avez des grosses problématiques à mettre en œuvre de synchro de données, et faire des choix parfois stratégiques. Est-ce que j'ai besoin d'avoir la même base de données partout dans le monde, ou avoir une base de données qui est répartie et qui est uniquement consolidée en asynchrone plus tard, etc. Et après, vous rentrez vraiment dans un cycle itératif où vous reproduisez tous les slides qu'on vient de dérouler, vous analysez chaque stack, vous la reprenez, et le microservice que vous avez créé, vous le reconsidérez comme une web app à part entière et vous la rééclatez en microservice. Et vous allez arriver à une fonction, un service, une infrastructure, redondée, auto-scale. Découpler un max. Voilà, je vous remercie, j'en avais un peu long, mais...